Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse de près à Jules Koundé. Alors oui, c'est un nom qu'on entend souvent sur les terrains de foot, mais qui est-il vraiment derrière cette image publique ? C'est une excellente question. C'est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Exactement. Et pour essayer d'y voir plus clair, on a rassemblé pas mal de sources. On a des articles récents, goal.com par exemple, sa page Wikipédia qui est très fournie, les stats de Transfermarkt évidemment. On a aussi une interview un peu plus intime dans GQ France et même, pour les puristes, une analyse tactique assez poussée d'une vidéo de Julien Maumont. Un bon panel pour avoir une vue d'ensemble, effectivement. C'est l'idée, oui. Dresser un portrait le plus complet possible. On va regarder son parcours, bien sûr, depuis ses tout débuts, comment son jeu a évolué, et notamment ce fameux repositionnement qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui, ce débat central-latéral. C'est ça. Et puis on ira voir aussi un peu ce qui l'intéresse en dehors du foot, une vision, on va dire, à 360 degrés. Bon, allez, on plonge, décortiquons ensemble le parcours de Jules Koundé. Allons-y. Alors, pour commencer, les bases. Né à Paris, dans le 14e, en novembre 98, mais attention, il a grandi en Gironde, du côté de Langon, à Landiras. C'est ça. Et le foot, ça commence très tôt pour lui. Vers 6 ans, il passe par les petits clubs du coin, Landiras, Céron, Labrède FC. Et petite info familiale intéressante, son père est d'origine béninoise, sa mère française, et il est le neveu de Charles Tokplé, qui était international togolais. Ouais, le foot est un peu une affaire de famille, donc. On dirait bien. Et assez logiquement, pour un gamin de Gironde, il est supporter des Girondins de Bordeaux. Et hop, il intègre leur centre de formation en 2013. Il a 15 ans. Mais il aurait pu aller ailleurs, d'après nos sources ? Oui, apparemment Sochaux l'avait testé. Avec un sapillette le Devon ? Oui, la Real Sociedad, Rennes aussi, il l'avait à l'œil. Mais c'est Bordeaux qui rafle la mise. Et à Bordeaux, il ne perd pas de temps. Il montre très vite un caractère de leader, capitaine des U19, champion de France en 2017, avec le brassard. Impressionnant, si gêne. Oui, son coach de l'époque, Jean-Luc Dogon, le décrivait vraiment comme un patron, calme, serein, mais qui dégageait une vraie force tranquille derrière. D'accord. Et les débuts en pro, ça arrive quand ? Janvier 2018. Mais c'est là qu'arrivent les premiers doutes, on va dire, notamment sur sa taille. Ah, la fameuse question de la taille, 1,80. C'est vrai que pour un défenseur central, ça pouvait paraître un peu juste pour certains observateurs. Exactement. C'est un sujet qui est revenu souvent au début. Mais ce qui est assez fou, c'est la vitesse à laquelle il a fait taire ses critiques sur le terrain. Il s'impose vite ? Quasiment tout de suite. Titulaire indiscutable très rapidement, et la saison d'après, 2018-2019, c'est même le joueur de champ le plus utilisé de l'équipe. Incroyable. Et ce qui frappe déjà, c'est son sérieux, son professionnalisme. Il y a une anecdote assez révélatrice dans les sources. Ah oui, vous pensez au voyage à Los Angeles, hein ? Oui. C'est assez dingue quand on y pense. Dès le centre de formation, il profitait de ses vacances pour aller à LA, bosser avec des préparateurs physiques de la NFL, de la NBA, pour faire des soins spécifiques. À cet âge-là, c'est... Ça montre une maturité, une détermination et une vision à long terme assez rare pour un joueur aussi jeune. Il savait déjà où il voulait aller. Effectivement, c'est une démarche assez incroyable. Bon, son aventure bordelaise se termine avec 70 matchs, 4 buts, et on sent que le club compte pour lui. Il a exprimé son soutien lors de la relégation administrative en 2024. Oui, un attachement visible. Et après Bordeaux, c'est le grand saut. Direction l'Espagne, Séville. Un transfert important, 25 millions d'euros de U19. Et là, c'est l'explosion, la confirmation au très haut niveau. Immédiate, oui. Il ne lui faut pas longtemps pour s'imposer. Et pas qu'un peu. Il gagne la Ligue Europa dès sa première saison, en 2020, titulaire en finale contre l'Inter Milan, excusez du peu. C'est aussi avec Séville qu'il découvre la Ligue des Champions. Il devient vraiment une référence en défense sur la scène européenne. Son bilan là-bas, 133 matchs, 9 buts. C'est solide, hein ? Très solide. Et logiquement, l'étape d'après, c'est un cadre européen. Le FC Barcelone à l'été 2022. Un transfert majeur, oui. Il a signé un long contrat qui a même été prolongé en août dernier, 2025 jusqu'en 2030. Et sa valeur actuelle, Transfermarkt, l'estime à 65 millions d'euros.
ça situe le joueur. Clairement, c'est un joueur clé du Barça. Et le palmarès continue de grossir, 2 titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne. Il est un cadre de l'équipe, maintenant dirigé par Hansi Flick. Les derniers chiffres qu'on a, novembre 2025, donnent 156 matchs et 8 buts sous le maillot Blaugrana. Un parcours en club quasi parfait jusqu'ici. Tout à fait. Et en parallèle de cette ascension en club, il y a l'équipe nationale. Il passe par les U20, les espoirs, et puis arrive cette première convocation chez les A. Un peu une surprise, non ? Oui, c'était en mai 2021, juste avant l'Euro 2020. Une surprise parce qu'il n'avait jamais été appelé auparavant par Deschamps. Le sélectionneur avait alors mis en avant sa polyvalence. Le mot est lâché, la polyvalence. Le mot-clé, on dirait. Et prémonitoire en plus. Parce que c'est tout début en bleu, en juin 2021, contre le Pays de Galles. Il joue où ? Arrière droit. Exactement. Et ce n'était que le début de toute cette discussion sur son positionnement. Tout à fait. Bon, depuis, il a quand même vécu de grandes choses en sélection. La victoire en Ligue des Nations 2021, cette finale de Coupe du Monde 2022. Oui, des moments forts. Il a aussi participé à l'Euro 2024 et en octobre 2025, nos sources le donnaient à 45 sélections. Ce qui nous amène tout droit à cette question tactique centrale. Enfin, si j'ose dire. Bien joué. Défenseur central ou latéral droit ? C'est ça, le grand débat Koundé. Alors, à la base, sa formation, c'est défenseur central. C'est là qu'il a appris le métier, c'est son poste de prédilection. Il le dit lui-même à goal.com. Le poste de central, je l'affectionne beaucoup. D'accord. Séville, il avait recruté pour ça d'ailleurs. Tout à fait. Pour jouer dans l'axe. Mais alors, cette taille, 1m80, on y revient toujours. Comment il a fait pour s'imposer à ce poste, initialement, au plus haut niveau ? Mais c'est là que ses qualités spécifiques sont déterminantes. Ce qui est fascinant, c'est pas juste qu'il ait compensé sa taille. C'est comment il l'a fait. C'est-à-dire ? Sa vitesse, déjà. Son aisance technique, balle au pied. Son anticipation, sa lecture du jeu. Il comprend les situations avant les autres, il se place intelligemment. Julien Moment, dans son analyse de l'époque, Bordeaux-Séville, montrait déjà ça. Sa capacité à gérer la profondeur, à orienter l'attaquant. Donc, l'intelligence de jeu prime sur le physique pur. En grande partie, oui. Sa lecture du jeu faisait que sa taille devenait presque un détail sur le terrain. Ok. Donc, un excellent central qui avait fait ses preuves. Et puis, patatras, le voilà qui bascule sur le côté droit. D'abord avec Xavi au Barça, puis Deschamps en bleu. Transfermarkt aujourd'hui le classe même principalement comme arrière droit. Ça a dû être un sacré changement pour lui. Ah oui, clairement. Et il ne s'en cache pas dans l'interview pour goal.com. Il admet que ce n'est pas un poste naturel, que ça a pris du temps pour s'adapter, qu'il y avait des barrières mentales à faire sauter. Il parle même d'une mauvaise compréhension avec le coach au début. Oui, sur ce qu'on attendait exactement de lui à ce poste par rapport à son profil initial de central. On sent aussi entre les lignes que les critiques médiatiques de cette période l'ont un peu agacé. Il estimait qu'on ne tenait pas assez compte de cette adaptation forcée. Ce qui peut se comprendre. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il a réussi cette transition, non ? À l'Euro 2024, par exemple, il a été plutôt solide. Oui, l'adaptation semble réussie. Il apporte une vraie solidité défensive à ce poste, tout en étant capable de participer offensivement. Et le nouveau coach du Barça, Flick, continue d'utiliser là. Et si on creuse un peu son style défensif, en s'appuyant sur l'analyse de Moment ou Wikipédia, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à être performant sur le côté left ? On retrouve certaines qualités du central. Son intelligence de placement, par exemple. C'est crucial, que ce soit pour gérer la profondeur face à un ailier rapide comme Mbappé, ou pour bien orienter son corps et forcer l'adversaire sur son mauvais pied. Ce sont des compétences transférables. Moment insistait aussi sur sa lecture en duel, sa façon d'observer les jambes de l'adversaire, d'anticiper les dribbles. Exactement. Il semble avoir une sorte de mémoire des habitudes des attaquants. Savoir que Fekir, par exemple, aime rentrer sur son pied gauche. Et même s'il n'est pas immense, il utilise bien son corps, son timing d'intervention est bon. Les stats de duel gagnés à Séville étaient bonnes, je crois. Oui, 63% à l'époque, c'était un très bon chiffre. Et puis, il y a cette capacité à gérer les situations de crise, à temporiser, à faire le bon choix quand ça chauffe. L'exemple de Momon contre Lyon, où il ferme bien son premier poteau en infériorité, c'est typique. C'est précieux, peu importe le poste en défense. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est cette double casquette. Il n'est pas juste un bon défenseur, il apporte aussi offensivement. Oui, techniquement, il est très à l'aise, rapide, propre balle au pied. Et il a cette mentalité, il n'hésite pas à avancer avec le ballon. C'est ça, casser les lignes, comme on dit dans le jargon.
porter le ballon pour éliminer un rideau adverse, souvent les milieux, et créer un décalage. Julien Momon le soulignait déjà quand il était à Bordeaux. Sa vision du jeu aussi, sa capacité à trouver la passe verticale, la passe qui fait mal. C'est assez frappant. Oui, la référence à Cruyff que faisait Momon, toujours chercher la solution la plus avancée, est peut-être un peu forte, mais elle illustre bien cette volonté chez Koundé de jouer vers l'avant. Et ses passes sont fiables, même haut sur le terrain. Tout à fait. Le chiffre de 90% de passes réussies en zone offensive en Europa League avec Séville, c'était assez bluffant pour un défenseur à l'époque. Et c'est cet ensemble de qualités techniques et de vision du jeu qui lui permet d'être utile offensivement, même depuis son poste de latéral droit. Logique. Bon, un petit mot rapide sur les blessures pour être complet. Transfermarkt en liste quelques-unes. Ischio-jambier au printemps 2025, ça lui a fait manquer 9 matchs. Oui, il y a eu aussi un genou à l'automne 2023, quelques pépins musculaires et au tendon d'Achille la saison d'avant, 2022, et le Covid en 2020. Rien de gravissime sur la durée, mais ça fait partie de la vie d'un joueur pro. Bien sûr, la gestion physique, la capacité à revenir, c'est essentiel au très haut niveau. Ça nuance parfois l'analyse de la performance pure. Bon, on a bien fait le tour du joueur là. Mais l'homme, dans tout ça là. L'interview pour JQ France, dans la rubrique « Les essentiels », nous donne quelques pistes intéressantes sur ses centres d'intérêt. Et c'est assez varié. Oui, on découvre à Koundé peut-être un peu différent. La mode, par exemple, ça a l'air d'être plus qu'un simple hobby pour lui. Ah oui, carrément. Il a co-créé sa propre marque, HFP, avec un designer, Oscar Gobanoel. Il est impliqué dans le processus créatif, les coupes. Il parle aussi de son amour pour les accessoires, les bacs Chrome Arts, des lunettes assez iconiques comme les Oakley Romeo. Ah, les Roméo, toute une époque. Exactement, Jordan, Rodman. Et puis des baskets pointues, des collaborations Adidas Samba, avec Kit et Clarks. Il a un vrai style. C'est intéressant de voir un footballeur s'investir comme ça, dans la mode. Ça montre une ouverture d'esprit, une curiosité pour d'autres domaines. Tout à fait. Et cette curiosité, on la retrouve dans ses goûts musicaux. C'est éclectique. Afro, rap US, rap français. Il cite Dinos, Mick Mill, Dosset. La musique, c'est visiblement un indispensable de son quotidien. Surtout avant les matchs et les entraînements, comme beaucoup de joueurs. Le rituel Spotify et AirPods. Et puis, il y a la culture. Il est fan absolu d'une série en particulier. Les Sopranos ? Oui, il dit que c'est la meilleure série de tous les temps, il admire James Gandolfini et apparemment, il lit pas mal, surtout en voyage. Dans l'interview GQ, il avait justement un livre sur les coulisses de la série. C'est intéressant, ça montre un côté peut-être plus intellectuel, analytique, même dans ses loisirs. C'est ça. Bon, après, il y a les essentiels plus classiques du footballeur. Ses crampons Adidas Predator, le confort avant tout, dit-il, et un ballon Adidas, le compagnon de toujours depuis l'enfance. Et puis, les outils du quotidien. iPhone, valise Rimowa. Le mélange habituel entre passion personnelle forte et nécessité du métier de sportif de haut niveau. Au-delà de ses goûts, il y a une autre facette qui émerge des sources Wikipédia notamment. Ce sont ses prises de position publiques sur des sujets de société. Comment on aborde ça ? Eh bien, avec prudence et neutralité. Notre rôle est de rapporter ce que les sources disent sans prendre parti ni juger. Wikipédia mentionne, par exemple, ses réactions sur les réseaux sociaux après le décès de Naël Merzouk. L'article évoque aussi son implication dans le débat sur la baya à l'école, où il aurait partagé une vidéo qui critiquait une déclaration présidentielle. Et puis, plus récemment, en juin 2024, il aurait pris position contre le Rassemblement national. C'est une tendance qu'on observe de plus en plus chez les sportifs de haut niveau, cette prise de parole. Effectivement. Ces prises de position, telles qu'elles sont rapportées en tout cas, montrent un aspect du joueur en tant que citoyen. Un citoyen engagé qui utilise sa plateforme pour exprimer ses opinions sur des sujets qui agitent la société. Qu'on partage ou non ses points de vue, ça fait désormais partie de l'image publique de Jules Koundé. D'accord. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qui ressort finalement de cette exploration ? On a bien sûr un footballeur très talentueux, ça ne fait aucun doute. Un défenseur polyvalent, tactiquement intelligent, qui a su s'adapter à des changements majeurs. Oui. Mais on découvre aussi une personnalité plus complexe, curieuse, avec des passions affirmées comme la mode ou la culture, et quelqu'un qui n'hésite pas à faire entendre sa voix sur des enjeux de société. C'est une très bonne synthèse, je trouve. Son parcours illustre assez bien ce qu'un footballeur de premier plan aujourd'hui. L'adaptabilité sur le terrain est devenue cruciale, son passage réussi au poste de latéral en est la preuve. Mais en parallèle, il y a cette construction d'une identité en dehors du foot.
L'affichage des centres d'intérêt, la prise de parole citoyenne, ce sont des éléments de plus en plus présents dans leur carrière, dans leur image. Et Koundé incarne bien cette évolution. Il représente une certaine forme de modernité du footballeur, en quelque sorte. C'est ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion un peu plus large. Quand on regarde sa trajectoire, cette capacité d'adaptation sur le terrain, la façon de surmonter les doutes, mais aussi cette construction d'une identité forte en dehors, on peut se poser la question suivante. Au-delà du talent pur, qu'il soit physique ou technique, quelles sont aujourd'hui les autres compétences, les autres qualités qui définissent vraiment un joueur au sommet du football mondial et qui lui permettent d'y durer? C'est une excellente question pour finir. Une question ouverte, bien sûr, mais que le profil de Jules Koundé nous invite particulièrement à explorer.